Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va parler des 40 ans de l'organisme La Porte Ouverte. On va recevoir deux personnes. On va parler justement des 40 ans de l'organisme et aussi des enjeux pour cet organisme, surtout au niveau financier. Mais ma première invitée se présentera comme candidate dans le district 7, c'est le secteur l'Acadie pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de Mme Caroline Côté-Larose. Madame Côté-Larose, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène d'abord à vous présenter là, pour l'élection municipale de novembre prochain? Eh bien, j'ai choisi le palier municipal parce que c'est vraiment un gouvernement de proximité. Alors, ça nous permet de facilement quand même contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Et j'approche la cinquantaine, mais je suis encore une maman de deux enfants, puis parfois je m'inquiète un peu de l'avenir de mes enfants, donc j'ai décidé de tenter de contribuer là, à l'amélioration des choses. Et pourquoi vous joindre à l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean? Marilyn Charbonneau a des excellentes qualités que d'autres candidats ont aussi, comme par exemple, elle connaît très bien les enjeux de Saint-Jean-sur-Richelieu, les enjeux locaux. C'est une excellente communicatrice. Elle est agile comme gestionnaire et puis elle connaît, là, c'est ce qui fait sa grande valeur, je pense, c'est qu'elle connaît les solutions actuelles, innovantes, durables. Je pense que c'est vraiment la plus qualifiée comme candidate à la mairie. Bon. Si on regarde un peu les enjeux de votre district, qui est mon district d'ailleurs, donc c'est certains dossiers que je connais bien. Il y a d'abord la protection du patrimoine architectural de l'Acadie qui est importante pour vous. Oui, tout à fait. Parce que le patrimoine, c'est quand même ça a un grand potentiel pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, j'ai repéré là, une phrase sur le site web de la ville. Bon, là, parce que je veux la trouver. Oui, c'est ça. On dit que les bâtiments patrimoniaux évalués témoignent de l'histoire de la ville, qu'ils contribuent à son charme et à la qualité de ses paysages. Donc, c'est vraiment un plus pour la ville et on pourrait vraiment mettre l'emphase sur le développement de ce potentiel-là à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, c'est que tous les bâtiments patrimoniaux qui sont classés dans l'inventaire de la ville, bien, ils ont des contraintes quand ils veulent restaurer ou entretenir leur maison. Donc, l'enjeu ici, c'est de soutenir les propriétaires des maisons patrimoniales pour qu'ils soient capables de respecter le patrimoine en restaurant. Fait que c'est important qu'on vienne pérenniser l'enveloppe qui a été offerte aux propriétaires, à certains propriétaires de ces maisons-là. Donc, c'est ça, on parle surtout du secteur là, près de l'école qu'on appelle le village de l'Acadie, là, où il y a plusieurs superbes maisons patrimoniales, justement. Oui. Donc, c'est ces bâtiments-là que vous souhaitez... Oui, mais pas uniquement, parce que comme l'Acadie s'est développée par l'agriculture, oui, il y a aussi des maisons excentrées qui, parfois, n'ont pas pu bénéficier de ces enveloppes-là parce que c'était uniquement le noyau villageois. Donc, oui, le noyau villageois, donc, mais également... Ça va s'élargir. Ça serait bien que ça s'étende aussi aux autres maisons là, qui doivent aussi être restaurées convenablement. Bon. Il y a un enjeu aussi dans le district, c'est le transport collectif. Vous souhaitez l'améliorer. Bon, il y a ce qu'on appelle des taxibus là, à l'Acadie, mais vous voulez que qu'on ait plus de variété ou que les horaires soient mieux, que la population soit mieux desservie, en fait, en transport collectif? C'est ça, parce que le taxibus, oui, c'est vrai que c'est mieux que rien, mais tu sais, on doit, là, ce que m'ont dit des personnes qui employaient le taxibus, c'est qu'on doit réserver, ensuite confirmer la veille, ensuite arriver à l'avance. Ouais. C'est pas ce qui est le plus facile, là, pour les adolescents ou pour... par exemple, le parc des Parulines n'est pas accessible en transport en commun. Pourtant, c'est notre seul parc naturel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les adolescents qui n'ont pas de voiture, mais qui voudraient profiter du plein air de proximité, on s'entend là, que se rendre en vélo au parc des Parulines, selon d'où on part, c'est pas super sécuritaire. Fait que c'est là que le transport en commun permettrait... Oui, parce que le parc est situé pas loin de la 219, là, puis c'est très dangereux. Là. En tout cas, on va en parler de la sécurité dans ce coin-là, là, mais c'est évidemment pas... C'est effectivement pas évident de s'y rendre là, autre qu'en auto. C'est ça, voilà.
Il y a la sécurité. Bon, on parle de sécurité. On vient de parler de la 219, mais il y a eu une pétition déposée à la Ville concernant la sécurité sur le chemin des Vieux-Moulins, Oui. entre l'école, mettons, et la 219. La pétition, donc, indiquait qu'il y avait trop de camions et aussi que ça circulait trop vite. Quelle est votre position là-dessus? Bien, je pense que c'est effectivement vrai. Là. Il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Est-ce que ça serait par une bonification de la signalisation qu'on pourrait améliorer les choses? Est-ce que ce serait par des aménagements différents pour rendre la protection des piétons meilleure et ou pour les cyclistes? Peut-être une présence policière pendant un certain temps pour s'assurer que les limites de vitesse sont respectées. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire de ce côté-là pour améliorer les choses. En fait, le problème, selon vous, c'est plus au moment où il y a des écoliers, par exemple, plus que la journée complète. C'est pour assurer la sécurité des élèves, dans le fond? Bien, je pense que c'est les deux. C'est d'autant plus problématique quand il y a les élèves, là, mais de toute façon, c'est ça. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des limites de vitesse, il y a de la signalisation, mais ce n'est pas toujours respecté. On m'a dit aussi là, que parfois, il y a des stops à certains endroits qui sont faits très rapidement ou pas faits. Donc, il faudrait voir là, si on peut améliorer les aménagements, la signalisation, la présence policière pendant un certain temps. Il y a du travail à faire de ce côté-là, c'est sûr. On vient de parler des Vieux-Moulins, mais évidemment, tout ce secteur-là, le chemin du Clocher, Grand Pré, qui est aussi problématique. Donc, dans le fond, c'est tout ce secteur-là qu'on appelle le cœur de l'Acadie, qui est problématique au niveau de la circulation et de la sécurité. C'est sûr que là, quand on englobe les routes numérotées, ça relève du provincial. Ouais. Donc là, c'est moins facile d'intervenir. Mais je pense que l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue, de rencontrer toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises de camionnage, que ce soit tout ce qui fait partie de l'enjeu, puis d'essayer de trouver ensemble une solution durable à long terme qui va être viable puis intéressante pour tout le monde. Ouais. Il y a un autre dossier aussi, et je suis content que vous l'abordiez, c'est le dossier de la bibliothèque de l'Acadie, oui. Qui est située dans l'ancienne école Saint-Michel, l'école que j'ai fréquentée quand j'étais jeune. Il y a le Théâtre Grand Prix qui est là aussi. On parlait peut-être de relocaliser à un moment donné le Théâtre Grand Prix. Vous souhaiteriez que la bibliothèque soit disponible, qu'il y ait plus d'heures de disponibilité pour la bibliothèque. Donc peut-être nous parler un peu là, de cet enjeu-là là, pour l'Acadie. Oui. Bien, en fait, le Théâtre de Grand Prix, là, c'est vraiment une belle offre récréative oui. et culturelle. On pourrait plus le valoriser. Parce qu'on a vu dans le Canada français cette semaine que la bibliothèque Adélard-Berger manque d'amour. C'est comme ça qu'on titrait l'article. On pourrait dire la même chose de la bibliothèque de l'Acadie, là. Elle aussi manque d'amour. Puis les lecteurs, là, ceux qui empruntent la bibliothèque ou qui pourraient profiter de d'autres activités offertes par les bibliothèques, c'est qu'il y a 3 jours par semaine où la bibliothèque est fermée, alors que les 2 autres bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc et Adélard-Berger sont fermées 1 journée par semaine. Mais là, l'Acadie, 3 jours fermés. Et aussi, il n'y a aucune programmation d'activités offerte aux familles, aux enfants. Donc, je regardais justement là, le site Internet, le site web de la Ville des bibliothèques, puis il y a une douzaine d'activités offertes à Saint-Luc en ce moment, 7 à Adélard-Berger et 0 à l'Acadie. Donc, c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas aussi là, des activités offertes à cette bibliothèque-là. C'est ça. Ça peut être organisé par la bibliothèque et pour la bibliothèque. Peut-être qu'on trouve que les espaces ne sont pas adéquats, mais on pourrait le faire ailleurs dans le village de toute façon pour répondre aux besoins de la population du district. Tout à fait, tout à fait. Bon, vous travaillez dans le secteur de l'environnement. Je pense que l'accessibilité à la rivière Richelieu aussi, là, c'est un enjeu important pour vous. Oui. Ce qui se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est que il y a peu d'accès aux milieux naturels, puis il y a peu de milieux naturels aussi. Parfois, en développant, on va gruger ces espaces-là un peu année après année. Il faut absolument les protéger, puis il faut s'assurer aussi que tout le monde puisse en profiter. Donc, la rivière Richelieu, il y en a déjà un petit peu d'offres, là, comme pour la planche à pagaie, des choses comme ça, mais je pense qu'on aurait avantage à plus faire rayonner ça, plus informer les gens, puis
bonifier puis diversifier aussi là, les accès à la rivière pour le grand public. C'est un point important, je pense, pour Démocratie Saint-Jean, parce qu'on en parlait justement avec M. Boisvert la semaine dernière, donc de cette accessibilité-là à la rivière Richelieu. Donc, pour vous, pour votre équipe, c'est très important, cet enjeu-là. Bien, c'est parce que ça fait partie de la qualité de vie des gens, ça fait partie de l'attractivité de la ville aussi, tu sais, d'avoir le plein air pour nos loisirs, pour... c'est ça, la qualité de vie pour... voilà. Mm-hmm. En terminant, quelle est votre vision pour la ville de Saint-Jean si vous êtes élu là, pour les 4 prochaines années, là, globalement, là, pour Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, actuellement, ce qu'on observe à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense que c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. C'est une ville qui est bien située, qui a plusieurs atouts. Mais ce qu'on a tendance à faire actuellement, c'est que c'est une vision à court terme. On vise des gains immédiats. Puis parfois, on a une vision un peu réduite. Ça serait le fun d'avoir une vision plus globale, justement, puis de voir qu'est-ce que le développement peut... Si un développement, mettons, économique qui impacte autre chose, tu sais, vraiment avoir une vision globale. Puis penser, par exemple, au développement plus durable, penser à une gestion plus responsable, avec une véritable participation citoyenne. C'est vraiment ce que j'aimerais voir. Ce qu'on aimerait dans l'équipe Marilyn Charbonneau voir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'imagine que ça inclut les infrastructures qui sont désuètes et qu'on a négligées depuis plusieurs années. C'est certain, ça fait partie de la sécurité aussi des citoyens. Puis c'est la même chose pour les infrastructures naturelles. Hein, c'est pas toujours quelque chose de mécanique ou de technologique. Parfois, on peut se faire aider par la nature aussi, puis arriver au même résultat, mais à coût moindre. Oui, voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Côté-Larose. Je vous souhaite bonne chance, bonne campagne électorale et on aura sans doute l'occasion de se reparler bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc, on revient après la pause. On va vous parler des 40 ans de l'organisme La Porte Ouverte. À tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Première partie avec Christian Sbroka qui nous parle de tous ses projets et on parle de course à pied des coureurs en deuxième partie avec Vincent Autet. Ne manquez pas ça. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. L'organisme La Porte Ouverte fête ses 40 ans. Et pour nous en parler, on a Mme Manon Tremblay, qui est la directrice générale de La Porte Ouverte, et M. Yvan Deshaies, qui est président du conseil d'administration de l'organisme. Bonjour. 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 40 ans, c'est quelque chose, hein? Oui, je me rappelle de mes 40 ans. Mais vous êtes un peu jeune pour avoir connu les 40 ans de l'organisme, mais vous pouvez quand même nous parler un peu du cheminement là, de La Porte Ouverte, le rôle qu'il joue dans la région, et peut-être nous parler un peu là, de ce qui a abouti justement là, à cette marque de 40 ans. Bien, écoutez, moi, ça va faire 5 ans cette année que je suis la directrice. Au tout départ, c'est parti d'un besoin, évidemment, qui ne pouvait pas être comblé par la commission scolaire de l'époque, avant qu'il y ait la fusion. Et puis, on était financé par la dite commission scolaire. Qui était honoré merci là, pour les gens, là, c'est ça, oui, exactement. Donc, on a été financé par eux pendant un certain temps. Puis ensuite de ça, on a été capable, justement, de devenir un organisme officiel. Donc, à partir de là, on a été financé par le ministère de l'Éducation. Donc, on a encore une très belle crédibilité.
Au fil des années, je vous dirais, dans les années 90, 2000, ça a été un petit peu en dents de scie. Bon, il y a eu un changement, il y a eu du roulement, tout ça. Puis moi, comme je vous dis, c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'y étais pas. Et puis, bien, la pandémie a frappé très fort. Donc, on avait des gens qui venaient de plusieurs pays. On a des personnes analphabètes, c'est notre clientèle première. Puis, on a aussi des personnes immigrantes parce qu'on offre les deux dans notre mission. C'est les ateliers alphabétisation, francisation et éducation populaire. Donc, tout d'un coup, il n'y a plus personne. C'est ça. Donc, comme vous venez de le mentionner, vous êtes spécialisé en alphabétisation, francisation. C'est une clientèle particulière. Cette clientèle est référée par qui exactement et quels sont les services que vous offrez à ces gens-là? Bien, en fait, ils sont référés souvent au niveau de la francisation, surtout les personnes immigrantes, ça va être par leur groupe. Donc, s'il arrive plusieurs. Ça peut être par des entreprises aussi. On a des employés qui viennent et qui sont payés sur leur heure de travail pour apprendre le français. Ça peut être directement en ligne. Donc, le monde entier est ouvert. C'est tellement vrai quand je dis ça, puis je suis tellement fière. On a des gens qui sont à Cuba. On en a au Venezuela. Et je pense que ça s'en vient quelques autres, là, parce que tout le monde se parle. Puis là, bien, on a un beau scoop que mon président ne sait pas. C'est que je viens d'avoir comment on dit ça, une plug? Oui, allez-y. Oui, pour une personne qui est directement là-bas au Mexique et qui va pouvoir nous ouvrir ce monde-là. Ah oui, OK. Donc, de un à l'autre, le message se passe. Et ce qu'on offre, en fait, c'est vraiment de la francisation, au même titre que la relance le fait, sauf que nous, on n'est pas accrédité pour remettre les certificats, mais on fait les mêmes niveaux de 1 à 7, sauf que notre niveau 4, c'est leur niveau 2. Fait qu'on est plus exigeant encore parce que nos élèves ont la possibilité de venir à des horaires qui sont vraiment atypiques. Versus la relance, on s'entend, c'est une école, c'est temps plein, 8-4, lundi, vendredi. Donc, nous, on peut jouer là-dessus. Et puis, pour notre clientèle analphabète, c'est le même principe aussi. Ils ont une latitude au niveau de la fréquence. On sait que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école longtemps, je ne suis pas sûre qu'il a envie de faire du 8-4 lundi au vendredi. Ça va décrocher une seconde fois. Et pour l'estime de soi, ça ne doit pas être très bon. Donc, on essaie de donner le goût aux gens de venir apprendre le français. Peut-être encore plus de ce temps-ci, parce que c'est inquiétant un peu tout ce qui se passe. Puis, bien, on est les seuls dans la région qui donnons ces cours-là. Puis l'éducation populaire, bien, je vous le donne en 1000 parce que c'est pas... Les gens ont dit ça, puis l'éducation populaire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébête-là? En fait, c'est de permettre à des gens d'être bien dans leur communauté. Donc, que ce soit au niveau du code de la route. Au Mexique, ils conduisent d'une façon, ici d'une autre. Oui, c'est ça. En fait, ça les aide à vivre quotidiennement dans la région, le secteur où ils vivent pour bien s'acclimater et... s'intégrer. Oui, s'intégrer, exactement. Vraiment. Oui. Moi, peux-tu me permettre de vous poser une question? Allez-y. Savez-vous, il y a combien de personnes en pourcentage analphabètes au Québec? En fait, c'était ma prochaine question, ben, mais là, vous me la posez. Alors, fait que vous connaissez la réponse. Ben, écoutez, non, je ne connais pas la réponse, mais j'ai reçu la semaine dernière Olivier Lucin, chef Oli, qui lui-même se qualifie d'analphabète. Oui. Et dans l'entrevue qu'il avait accordée au 98.5, on lui rapportait qu'il y avait un analphabète à peu près sur 2 au Québec. C'est à peu près les 53 53 Puis de tous les types d'analphabètes, on s'entend, que ce soit quelqu'un qui est totalement analphabète à quelqu'un qui est analphabète fonctionnel. Nous, on a eu des personnes apprenantes qui avaient un emploi temps plein, la voiture de l'année, la grosse maison, tout ça. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils sont fonctionnels, ils sont capables de se donner des repères, des façons de se retrouver, de se faire comprendre aussi. Et l'excuse de hey, « excuse-moi, j'ai oublié mes lunettes, peux-tu me le lire? » Ça, c'est des trucs qu'on est capable de reconnaître. Oui, c'est où qu'il fallait que je signe? Parce que là, j'avais mal lu la dernière question. Tu aurais-tu me la relire? Puis, ils ont des stratégies parce que c'est honteux d'être analphabète. Sur l'estime de soi, on n'en parlera juste pas. Il peut y avoir des comorbidités avec ça, que ce soit des problèmes de santé mentale, santé physique, des déficiences intellectuelles. Et ça peut être aussi tout ce qui s'est passé dans son système familial qui fait que l'école a été mis de côté, qu'il y a eu du décrochage. J'en ai côtoyé sans savoir qu'ils étaient analphabètes on l'a remarqué que beaucoup plus tard, et puis ça ne changeait absolument rien à leur façon de fonctionner, de travailler et de s'exprimer. Exactement. Tout à fait. On va délaisser un peu cette partie-là, on va y revenir. Monsieur Deshaies, vous, c'est plus le côté administratif et financier qui vous intéresse. J'imagine qu'un organisme comme la Porte Ouverte a toujours besoin de financement. Où on en est exactement et quelles sont les vues de ce côté-là? Bien, présentement, on travaille énormément avec le PAC. Fait que notre subvention principale, c'est celle du pacte. On s'autofinance aussi à la hauteur d'à peu près 30
de notre 25 de notre financement global, mais si on compare au financement, il y a 60 de notre financement qui est acquis par notre centre du livre usagé, parce qu'on vend environ entre 40 et 50 000 livres. Donc, l'argent qui est recueilli de cette chose-là s'en va directement à la francisation, parce que le PAC nous finance pour l'alphabétisation principalement. OK? Alpha francisation. Fait qu'on travaille aussi énormément. On a fait des demandes au MIFI, pour le ministère de l'Immigration. Et malheureusement, on est peut-être tombé à un mauvais moment. On a découvert des choses qu'on ne savait pas. On n'a pas droit. On a fait des corrections. On est en étroite collaboration avec M. Lemieux. Même M. Lemieux est tombé en bas de sa chaise, je crois, quand on a eu le refus, parce qu'il dit ça n'a pas d'allure. Ça fait 3 ans qu'il nous dit oui, ça change, ça va arriver, ça change, ça va arriver. Refus net. Mais pourtant, la clientèle que vous desservez, c'est une clientèle, vous le dites, d'émigrants et de choses comme ça. Donc en principe... En principe, on devrait être financé énormément, au moins à la même hauteur qu'au niveau de l'alphabétisation du PAC. Mais présentement, on n'a jamais eu d'argent pour la francisation. C'est vraiment notre levée de fonds permanente qui est le Centre du livre usagé et quelques dons qui nous permettent de maintenir cette portion-là en vie. OK, puis donner le service. Parce que sans ça, c'est pas le gouvernement qui nous aide là-dessus. Donc, vous êtes obligé de faire des activités, j'imagine, pour vous financer, autre là, que le Centre de livre usagé, pour vous aider, justement? Le Centre du livre usagé est une grosse demande de temps à notre organisme. On a beaucoup on a 3... membres du CA sur 7. Les autres n'ont pas la capacité de pouvoir le faire, mais il y a 3 membres du CA sur 7 qui investissent, je te dirais, beaucoup d'heures là-dedans. On a une personne en permanence là et beaucoup d'autres personnes qui viennent se joindre à nous aussi. Ça demande énormément parce qu'on reçoit 150 caisses de livres par semaine. Il faut les trier par semaine. Fait qu'après ça, il faut toutes les trier. Il faut les mettre en vente. Tout est classé dans la librairie. Il n'y a rien de mis au... C'est pas pêle-mêle, c'est classé. Fait que ça demande un travail de moine. Et après ça, tout le restant, on le recycle. Fait que donc, on recycle des tonnes et des tonnes de livres. On envoie, comme cette semaine, on a 7 palettes, ce qui veut dire qu'on envoie 5 tonnes de matériel qu'on envoie à la Kruger. Mais on paye pour l'envoyer. On aurait aimé avoir des subventions de Compo Richelieu. C'est pas des gros montants, là. C'est 40 $ par shipment. Mais on aurait aimé que ce 40 $-là soit amorti. Pour l'instant, c'est pas encore là. Bon, OK. Mais généralement, c'est quand même pas si mal à cause du centre de livre. Là, oui. Le centre du livre, le financement du centre du livre et les dons fait que ça nous aide énormément. On va revenir sur les 40 ans. Je pense que vous en profitez justement pour changer l'image un peu de la porte ouverte. Peut-être un peu là, nous expliquer la réflexion derrière tout ça et qu'est-ce qui vous a amené à cette nouvelle image de marque. Bien, en fait, c'est vraiment tous les changements qu'on a pu apporter depuis que je suis en poste. Avant, non, mais depuis que je suis en poste. J'ai été d'ailleurs embauchée pour remanier un petit peu tout ça. Donc, j'arrivais avec un bon bagage et puis on a parlé de changer l'image de marque parce qu'on voulait redonner une nouvelle image et dire, mais voici maintenant où est-ce qu'on s'en va. Puis souvent, la blague, la porte ouverte, bien, c'est pas juste nos personnes apprenantes qui laissent la porte ouverte à -20 pendant qu'ils rentrent dans les cours. C'est pas juste ça. Non. C'est aussi le principe de l'accueil. On est chaleureux, on est accueillant, on vous invite autant dans le centre du livre à la porte ouverte. Et les 2 volets que je vous ai parlé un petit peu précédemment, qui sont l'ABC, ça, c'est notre volet vraiment alphabétisation. Donc, c'est les ateliers de base en compréhension pour les personnes analphabètes qui sont aussi en alpha-francisation. Donc, ça peut être quelqu'un qui est québécois de souche, ça peut être une personne immigrante qui est analphabète dans sa langue maternelle. Donc, c'est un double défi pour nos tuteurs. Et on a le volet ARL,
ALR, il faut que j'arrête de dire ARL, ça n'a pas de sens. ALR, qui sont les ateliers de la relève. Donc, quand vous arrivez dans un pays, vous devez vous relever de beaucoup de choses. Il y a des deuils qu'on fait, il y a tout le choc au niveau culturel, tout ça. Donc, on a à se relever de beaucoup d'événements, puis on a aussi à apprendre à s'intégrer puis à vivre au quotidien avec des gens d'autres nationalités, à apprendre une langue qui semble assez difficile. Pour nous, c'est peut-être plus facile, c'est notre langue à nous, mais je me suis déjà vue essayer de prononcer en arabe des mots parce que j'avais une personne qui me disait « je vais te dire des mots, puis ça ne fonctionne pas ». Fait que je peux comprendre cette réalité-là. Donc, on a vraiment ces deux volets-là qui nous permettent d'aller célébrer ces 40 ans. Quand je suis arrivée, on avait peut-être, une dizaine de personnes apprenantes à cause de la pandémie. Ils revenaient tranquillement en septembre. Et puis là, on dépasse 212 inscriptions. Oui, 212 inscriptions. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent à tous les moments dans notre grille horaire, mais c'est 212 personnes. C'est énorme. En 4 ans et demi, on était capable d'accumuler ça. Puis on en a d'autres qui veulent venir. À part, là, je ne compte pas les personnes qui sont à l'extérieur, mais il y en a d'autres qui veulent venir. Et c'est pour ça ce que M. Deshaies disait au niveau du MIFI, c'est ce qu'on trouve difficile. Mais avec toute la situation qu'il y a eu avec la relance, avec les enseignants qui ont été remerciés, avec les classes qui ont été diminuées, nous, on en a eu de plus, mais on n'a rien de plus. Donc, quand je vois M. Lemieux, il me regarde et il fait « Ah, tabarouette, pas toi », puis il s'en va. Puis là, il revient en rigolant parce qu'il sait que c'est un besoin qu'on a pour notre population. Tout à fait. Donc, à nos 40 ans, on a fait ce beau cadeau-là, refaire l'image avec justement un logo que toutes les portes sont ouvertes pour accueillir. Puis de l'autre côté, on était chercher des couleurs qui n'étaient pas ce qu'on avait avant. Donc, le turquoise et l'orange sont deux couleurs qui sont complémentaires. Puis je vais vous dire qu'ils flashent. Quand on vous les sort, ça flash. Et c'est ce que je veux, c'est ce que le CA veut, c'est ce que l'équipe de travail veut, qu'on nous voit et qu'on nous reconnaisse. Oui. En 30 secondes, Ah, tabarouette. vous parliez donc des étrangers, des immigrants. Est-ce que les nouvelles règles sur les travailleurs étrangers temporaires, est-ce que ça vous touche directement? Il y a beaucoup moins de gens, j'imagine, qui vont vers vos services, justement, parce que... Bien, on avait des travailleurs étrangers temporaires qui venaient, qui étaient payés. Et puis, là, pour le moment, on est dans une espèce de statu quo parce qu'avec les entreprises, eux aussi ne sont pas contents. Non. Fait qu'ils se retrouvent avec un manque d'employés. Fait que, pour le moment, nous, on est stand-by. On a nos 212 personnes, mais on est stand-by. OK. Puis il y a même des travailleurs étrangers qui venaient faire un peu de bénévolat pour nous, Bon. qui ont été retournés dans le pays. Ben oui. Puis là, tu dis, hey, ils savaient pratiquement la langue, ils connaissaient le métier, puis on les retourne. Ouais, c'est des gens qui s'intégraient... Très facilement. Oui. Tout à fait. Fait que c'est surprenant. Bien, merci beaucoup de cette visite et puis bon succès. J'espère que ça va se poursuivre pour la porte ouverte au cours des prochaines années. Et on va espérer... un autre 40 ans. Un autre 40 ans. Un autre 40 ans, oui, exactement. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Mesdames, Messieurs, au revoir, à la prochaine.